bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Quand on évoque l'Arabie juste avant l'islam, le mot Jahiliya revient souvent. Et on a cette image un peu d'un âge sombre, d'ignorance totale. Pourtant, le terme lui-même, utilisé par le prophète Mohammed, y suggère autre chose. Pas forcément une absence de savoir, mais peut-être un système de valeurs, de connaissances, différent quoi. Alors aujourd'hui, on va plonger là-dedans, dans l'éducation de cette période pré-islamique. On s'appuie pour ça sur un article assez éclairant de Saïd Takkar, qui analyse justement la vie arabe et son impact sur la transmission du savoir à l'époque. L'idée, c'est d'aller voir plus loin que les clichés. Comprendre comment la société, l'économie, la politique, la religion, entre le 4e et le début du 7e siècle, comment tout ça a pu façonner l'éducation. Et on verra qu'il y a des différences entre les bédouins nomades et les gens des villes. Alors, pour commencer, cette fameuse Jahiliya, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Déconstruisons un peu ça. Oui, c'est absolument crucial de commencer par là. Parce que si on traduit juste par ignorance, on rate l'essentiel. En fait, il y a une parole du prophète rapportée par Boukhari qui est très très parlante. Il dit en substance, les gens sont comme des mines d'or, d'argent. Les meilleurs d'entre eux pendant la Jahiliya sont les meilleurs en islam s'ils acquièrent la compréhension de la foi. An-nas ma'adin khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idha faqihu. Ah oui, c'est intéressant ça. Ça suggère une continuité. Exactement, c'est fondamental. Ça montre que l'islam n'est pas venu effacer le passé, mais plutôt reconnaître les qualités qui existaient déjà, le potentiel des gens, et le réorienter, l'affiner avec une nouvelle perspective. C'est une transformation, pas une annulation. D'ailleurs, Taha Hussein, le grand intellectuel égyptien, il se posait la question. Il disait « Comment imaginer qu'une œuvre comme le Coran ait pu naître dans une société totalement ignorante et barbare ?» Il soulignait qu'ils avaient leur savoir, leur religion, leur économie, leur politique. C'était juste différent. Donc Jahiliya, ça décrit moins une absence de savoir qu'un état de civilisation, une organisation sociale avec ses codes, ses valeurs propres, qui, du point de vue islamique, manquaient de cette guidance monothéiste unifiée. Ce n'est pas un jugement sur l'intelligence des gens, mais sur leur orientation dominante avant la révélation, quoi. D'accord, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, si ce n'était pas l'ignorance, quel était le tissu social ? Comment ça fonctionnait et comment ça influençait l'éducation au jour le jour ? Alors la clé, vraiment, c'est la tribu, l'organisation tribale. C'était central. Bien plus qu'une simple question de famille, c'était l'unité politique, sociale et même morale de base. L'identité, la sécurité, tout passait par là. Tout à fait. L'appartenance à la tribu définissait tout. Et donc l'éducation, qui était très informelle, surtout dans la famille, le clan, elle visait à inculquer les valeurs nécessaires à la survie et à la cohésion de ce groupe. Et quelles étaient ces valeurs clés qu'on enseignait ? Au cœur de tout, il y avait l'honneur, le tir, il fallait le défendre à tout prix, celui de l'individu, de sa famille, de la tribu. Ensuite, la sabiya, cette solidarité de groupe, inconditionnelle, c'était vital dans un environnement souvent rude. Et puis la générosité, le karam, ce n'était pas juste une qualité perso, c'était une obligation sociale pour maintenir les liens. Et bien sûr, la protection du voisin, le jiwar, et le soutien aux plus faibles. Tout ça formait le socle moral. Et concrètement, pour un jeune garçon, par exemple, ça se traduisait comment sa formation ? Pour les garçons, l'objectif c'était de les préparer à être des protecteurs, des membres actifs de la tribu. On leur apprenait la fouroussia. C'est plus que juste monter à cheval. C'est tout l'art du guerrier en quelque sorte. Voilà, c'est la chevalerie scythe. Manier les armes, l'endurance, le courage au combat, mais aussi la loyauté absolue au groupe. La patience, la diligence, c'était essentiel pour la vie nomade. Et surtout, un amour très fort de la liberté, le refus de se soumettre à une autorité extérieure. Ça, c'était crucial pour l'autonomie de la tribu. L'apprentissage, c'était beaucoup par l'exemple, l'imitation des aînés. On parle beaucoup des garçons, du guerrier, mais les filles, quelle était leur place dans cette éducation ? On imagine souvent une société où elles étaient un peu mises de côté. C'est une excellente remarque. Et justement, la source qu'on utilise, celle de Dakar, elle insiste sur un point qui va un peu à l'encontre de ce stéréotype. L'éducation des femmes, elle n'était pas du tout négligée, au contraire même. Ah bon ? C'était important. Essentiel, Abdullah Draz, un autre auteur cité,
Il explique qu'on élevait les filles pas seulement pour préserver l'honneur, ce qui était crucial, oui, mais aussi pour qu'elles deviennent des mères capables de transmettre le courage, le leadership, la fierté à leurs enfants. Et bien sûr, la gestion du foyer, c'était une compétence clé. Donc l'idée qu'elles étaient jugées incapables d'apprendre ou d'enseigner, elle est contredite par l'importance de leur rôle éducatif au sein de la famille. La transmission des traditions, des valeurs, elle reposait beaucoup sur elles. C'est une continuité culturelle importante. C'est fascinant. Mais vous parliez d'une éducation très orale, très pratique. Est-ce que ça veut dire que l'écrit était quasi inexistant ? Majoritairement oui. Surtout chez les Bédouins, l'éducation était orale. Le vecteur principal de la culture, de l'histoire, des valeurs, c'était la poésie. Le poète, c'était une figure centrale, une sorte de mémoire vivante, de conscience morale. C'est par les poèmes qu'on apprenait tout ça ? En grande partie, oui. Les exploits des ancêtres, les règles de conduite, la sagesse, c'était l'outil pédagogique numéro 1, si on veut. Cette différence bédouin-citadin revient souvent, on dirait. J'imagine que la vie nomade, rude, ça forgeait une éducation différente de celle des villes comme la Mecque, non ? L'économie devait jouer un rôle. Ah oui, un rôle direct. Chez les Bédouins, avec l'élevage, le nomadisme constant, la vie était dure. Donc l'éducation mettait l'accent sur quoi ? La patience face à l'adversité, le courage physique, l'endurance, la connaissance fine du désert et cette fameuse assabiya pour survivre ensemble. Et dans les villes, la Mecque c'était un carrefour commercial important. Je crois que Robert Heuland décrivait bien ces routes caravanières Syrie-Yémen. Ça a demandé d'autres savoir-faire, j'imagine. Tout à fait. Dans les cités comme la Mecque ou Yatrib, la future Médine, le commerce dominait. Cette économie urbaine, basée sur l'échange, les contrats, la gestion, ça a créé d'autres besoins éducatifs. Comme savoir compter, peut-être écrire un peu. Précisément. Savoir calculer, tenir des comptes simples, comprendre un accord commercial, ça devenait utile, voire un nécessaire pour certains. C'est dans ce contexte qu'on voit apparaître les koutoub, au singulier katib. Les scribes. Oui, une petite catégorie de gens qui maîtrisaient lecture et écriture. C'était très limité, mais c'est là qu'on trouve les germes d'une éducation un peu plus formelle, liée aux besoins pratiques du commerce. L'islam, plus tard, s'appuiera là-dessus pour développer l'alphabétisation massivement. D'accord. Économie différente, compétences différentes. Et politiquement, vous avez dit pas d'État centralisé. Non, l'Arabie était politiquement fragmentée. Le vrai pouvoir, il était chez les chefs de tribus, les cheikh ou saïds. Pas d'autorité suprême. Les tribus étaient autonomes, souvent rivales, avec des alliances qui bougeaient tout le temps. Donc, l'objectif éducatif principal, surtout pour les hommes de l'élite, c'était quoi ? Former des individus capables de défendre la tribu et de la diriger. L'indépendance du groupe, c'était le mot d'ordre. Et comment on devenait chef-chat ? Ce n'était pas juste héréditaire, alors ? Quelle qualité il fallait avoir et donc apprendre ? C'est un point très important. La lignée comptait, bien sûr, mais ça ne suffisait pas. Le leadership, il fallait le gagner et le maintenir par des qualités personnelles exceptionnelles. La générosité, le karam, on en a parlé, c'était indispensable pour redistribuer et garder la loyauté. Le courage aussi, j'imagine ? Évidemment, le courage, la shaja'a, mais aussi le hilm, c'est une qualité très valorisée. La sagesse, la pondération, savoir maîtriser sa colère, prendre des décisions réfléchies. Et enfin, peut-être la plus spécifique, le bayan, l'éloquence, la maîtrise parfaite de l'arabe. L'éloquence, à ce point, pourquoi c'était si important ? Fondamental. Dans une société orale sans loi aux écrites ou institutions pour régler les conflits, la capacité à persuader, à arbitrer, à motiver par la parole, c'était un outil politique majeur. Et c'est là que les poètes, les orateurs prenaient toute leur dimension éducative. Ce n'étaient pas juste des artistes. Ils étaient les gardiens de la langue, les modèles de l'idéal arabe, la mouroua, et leurs mots pesaient lourd dans la réputation, la soumra, d'une personne ou d'une tribu. Ah oui, la réputation. Il y a ce vers très connu de Zuhair bin Abi Sulma. Quelle que soit la nature profonde d'un homme, même s'il croit la cacher, elle finira par être connue. La poésie, c'était un miroir social, un outil pédagogique et un contrôle moral en quelque sorte. Et les fameux marchés comme Oukaz, c'est dans ce contexte qu'il faut les comprendre. C'était plus que du commerce. Exactement. Ukaz, Majana, Doul Majaz, c'était de vrais festivals culturels annuels, des sortes d'académies littéraires à ciel ouvert. Les poètes de toute l'Arabie venaient s'y affronter dans des joutes oratoires, ils déclamaient leurs odes.
C'est là que les réputations se faisaient, c'était un lieu énorme de transmission culturelle et de formation pour l'élite. L'éloquence y était reine. C'est fou, comme tout était lié, hein. Politique, culture, éducation. Et la religion, là-dedans. On a l'image d'un paganisme assez simple, mais la source dit que c'était plus varié. En effet, le paysage religieux était plus diversifié qu'on ne le pense. Le paganisme polythéiste dominait, oui, surtout chez les Bédouins, avec les idoles tribales, etc. Mais il y avait aussi des communautés juives anciennes et importantes, à Yathrib, Médine, au Yémen, et des chrétiens à Najran, au nord, près des empires byzantins et sassanides, comme à Al-Hira. Et il ne faut pas oublier les Hanifs. Les Hanifs. Oui, des individus qui rejetaient l'idolâtrie, qui cherchaient une forme de monothéisme pur, sans être forcément juifs ou chrétiens. Et cette diversité, ça avait un impact sur les mentalités, sur l'éducation? Oui, surtout dans les villes et les régions en contact avec l'extérieur. Là, on trouvait une plus grande ouverture d'esprit, une certaine tolérance de fait. Des débats théologiques pouvaient exister. Waraka ibn Nawfal à la Mecque, par exemple, était lettré. Il connaissait les écritures juives et chrétiennes. Umayya ibn Abi Salt, un poète de Taïf, montre aussi dans ses vers une connaissance d'histoire biblique. Chez les Bédouins, plus isolés, le conservatisme religieux païen restait plus fort, plus attaché aux traditions ancestrales. Mais même ce paganisme ambiant, il n'était pas sans morale, si je comprends bien. Ah non, absolument pas. Les valeurs sociales dont on a parlé, honneur, générosité, protection, elles étaient très fortes même sans être liées à une loi divine unique. Religion et morale sociale étaient souvent mêlées. L'exemple le plus connu, c'est le Hilf al-Fudul, le pacte des vertueux. À la Mecque? Oui, avant l'islam. Plusieurs clans se sont engagés à défendre les opprimés, qu'ils soient de la Mecque ou étrangers. Mohammad Hussein Haikal le souligne bien. Ça montre qu'il y avait un sens éthique collectif fort qui existait déjà. L'islam s'appuiera aussi sur ce fond moral. D'accord. Donc, on a un tableau assez riche, valeurs fortes, culture orale, différences ville-désert. Comment ça se traduit en pratique éducative au quotidien concrètement? Chez les Bédouins, on peut parler d'éducation naturelle, très pragmatique, intégrée à la vie. La formation physique était clé. Cheval, armes, supporter la faim, la soif, s'orienter. Et la formation morale pour forger le guerrier libre et fier. Courage, endurance, loyauté, honneur. Et on insistait beaucoup sur la haya, la modestie, la pudeur, la retenue. Ce n'était pas une faiblesse, au contraire, c'était la marque de l'homme accompli, le complément du courage. Comme chez Antara ibn Shaddad. Exactement. Lui, le grand guerrier, il écrit « Et je baisse mon regard si ma voisine apparaît, jusqu'à ce que sa demeure la cache à ma vue. » Ce respect de l'honneur des femmes faisait partie de la mouroua, l'idéal chevaleresque. Et les femmes, on l'a dit, jouaient un rôle. Pensez à Alcança, célèbre pour ses poèmes sur ses frères morts. Elle incarnait la fierté et le stoïcisme, des valeurs qu'elle transmettait. Et en ville, c'était moins le guerrier et plus autre chose. Disons que dans les villes comme la Mecque, Taïf, Médine, même sans école, l'éducation était un peu différente. Moins centrée sur la survie physique immédiate, plus sur les compétences pour le commerce, l'administration, les relations sociales plus complexes. L'intérêt pour lire et écrire, même limité, était plus marqué, on l'a vu avec les koutoubs. Les contacts avec l'extérieur, caravanes, pèlerins, amenaient une ouverture culturelle. On valorisait l'éloquence, connaître les généalogies, l'histoire des tribus et toujours la poésie. Les marchés comme Oukas, c'était ça aussi. Bon, si on devait faire une petite synthèse de cette éducation pré-islamique, juste avant le grand changement. On dirait que ce n'était pas une école à part, mais une pratique sociale, culturelle, complètement intégrée à la vie. Elle visait à reproduire la société et à répondre aux besoins de chaque milieu. Chez les Bédouins, transmission orale, valeurs morales de survie et de cohésion, honneur, solidarité, courage, compétences physiques, poésie reine. Et chez les citadins, plus liés au commerce, à l'écrit même naissant, à la gestion, à une culture littéraire et rhétorique plus développée, avec une plus grande ouverture. Et c'est sur ce socle-là, riche, complexe, avec ses traditions orales, ses valeurs tribales, mais aussi une première urbanité, une diversité religieuse, que l'islam va arriver. Il ne va pas tout effacer, mais le transformer en profondeur. C'est ça. Il va donner une nouvelle direction. Systématiser l'apprentissage autour du Coran, promouvoir l'écrit massivement, développer des sciences. Mais en intégrant et réinterprétant la richesse de la langue arabe et certaines valeurs morales préexistantes dans un cadre monothéiste et universaliste. Donc, pour conclure ce point,
L'idée clé à retenir, c'est que la Jahiliya était loin d'être une page blanche ou une simple ignorance. C'était une période avec ses propres systèmes éducatifs, variés, adaptés, ancrés dans la société. Une éducation où l'oralité, la poésie et le rôle des femmes étaient très importants. Comprendre ça, c'est essentiel pour saisir les transformations que l'islam apportera ensuite. Et ça nous laisse avec une question passionnante qui est d'ailleurs soulevée à la fin de l'article de Saïd Dakar. Puisque les fondations de la société pré-islamique ont tant façonné son éducation, quelles ont été concrètement les transformations majeures que l'islam a introduites dans ce système éducatif en Arabie et au-delà? Qu'est-ce qui a été gardé? Qu'est-ce qui a été changé radicalement? Et pourquoi? Voilà de quoi réfléchir pour une prochaine fois.